Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Amira Hussein. Vous êtes experte en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va présenter quelques sujets et puis on va évoquer quelques sujets et vous allez faire vos commentaires. Et on commence avec un sujet très important. Il s'agit de la nouvelle année 2022. C'est la date de l'entrée en vigueur du nouveau plan stratégique pour le développement des exportations égyptiennes en Afrique. Il s'agit d'un plan en 3 phases qui vise à augmenter le volume des exportations vers les pays africains avec une valeur de 10 milliards de dollars d'ici 2025. D'autre part, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement continuera à travailler pour augmenter le volume des exportations égyptiennes dans tous les secteurs, louant la réalisation de 31 milliards de dollars d'exportations égyptiennes en 2021, une valeur la plus élevée de leur histoire. Regardons ce commentaire. Le 1er janvier 2022, c'est la date de l'entrée en vigueur du nouveau plan stratégique pour le développement des exportations égyptiennes en Afrique. Il s'agit d'un plan en 3 phases qui vise à augmenter le volume des exportations égyptiennes vers les pays africains de 10 milliards de dollars d'ici 2025. Un comité spécial regroupant plusieurs ministères et représentant des milieux d'affaires est en train de finaliser cette nouvelle stratégie basée sur une étude détaillée sur les défis et les opportunités, ainsi que la compétitivité des biens et services égyptiens, a souligné la ministre de la Planification et du Développement économique et présidente du comité, Madame Hala El Saïd. Activer les accords de libre-échange conclus entre l'Égypte et de nombreux pays africains dans le contexte de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, figure parmi les axes prioritaires de ce plan. La présidence égyptienne du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, renforcera, selon beaucoup d'observateurs, la présence des exportations égyptiennes sur ces marchés. L'Égypte accordera une grande attention à la promotion de l'intégration continentale dans le cadre de l'accord de zone de libre-échange continentale et bénéficiera des progrès réalisés dans le cadre de l'intégration régionale du COMESA pour soutenir l'intégration avec les 3 groupements régionaux, le COMESA, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, en encourageant les signataires de l'accord de zone de libre-échange pour les 3 communautés pour ratifier l'accord afin d'être appliqué et mis en œuvre, avait déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi en novembre dernier. Selon une analyse africaine, l'importance de la dimension économique dans la coopération égypto-africaine réside dans le fait que l'Afrique constitue géographiquement un énorme marché où les exportations égyptiennes jouissent d'une grande facilité d'accès par rapport aux autres marchés. L'Égypte a réussi à récupérer progressivement au cours de ces dernières années sa puissance économique dans le continent, contribuant depuis 2019 à la croissance des exportations égyptiennes, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. Lors de sa réunion dimanche avec plusieurs ministres, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement continuait à travailler pour augmenter le volume des exportations égyptiennes dans tous les secteurs, louant la réalisation de 31 milliards de dollars d'exportations égyptiennes en 2021. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Alors, un plan très ambitieux de la part du gouvernement égyptien pour augmenter et favoriser les exportations égyptiennes vers les pays africains. Oui. Votre commentaire?
Oui, je crois que ce plan ambitieux a attardé un petit peu, comme l'Afrique, nous sommes des pays africains, la coopération sud-sud est parmi les piliers de développement et l'union fait la force. De nos jours, les blocs, ce sont eux qui imposent leur mot face à une intégration économique mondiale. Maintenant, tous les pays cherchent à s'unir pour imposer leurs mots. En effet, les pays africains doivent se coopérer entre eux et nous avons beaucoup d'options, surtout que notre continent est riche en termes de matières premières. Alors on peut profiter comme nous sommes unis déjà dans un continent, et il y a une certaine facilité et aisance à communiquer entre nous. Surtout en termes de normes et de critères d'exportation et d'harmonisation même des règles d'exportation au niveau de l'Union africaine, c'est bon. Et comme également l'Égypte a un plan encore ambitieux de lier le Caire à Cape Town, ce qui favorisera le commerce sud-sud. Oui. Oui. Là, il y a le grand projet, ce qu'on appelle la ZLECA, ou bien la zone de libre-échange africaine. Oui. C'est pas encore entré en vigueur, c'est-à-dire, mais à quoi ça pourrait servir le commerce interafricain? Ça libérera l'échange et le négoce interafricain, et ça sera comme le premier pilier ou la pierre angulaire de la coopération sur les différents aspects de la coopération, à savoir politique, sécuritaire et autres. Comme toujours, on commence par le commerce. C'est que le commerce qui a la main supérieure, comme on dit, et comme également en s'inspirant du modèle européen. L'Europe a commencé par la communauté européenne. Oui, et au lieu j'ai beaucoup d'amis africains, en effet, qui ont besoin de petits articles ou des marchandises, en savoir les produits laitiers. Alors, on ne va pas les importer de l'Europe, or que nous pouvons les produire, surtout que nos produits, surtout les produits maraîchers, en Afrique prospèrent. Alors pourquoi ne pas les échanger entre nous au lieu de les exporter ailleurs? C'est un. De deux, beaucoup de pays africains sont des pays qui ne donnent pas sur la mer, qui sont des pays enclavés. Alors le fait d'intégrer notre commerce, ça favorisera beaucoup de choses, surtout en termes douaniers. Après quoi, il y aura une chance pour annuler les barrières, favoriser les opportunités, ce qui augmentera comme conséquence l'augmentation des opportunités de travail. Alors on va pallier un petit peu le chômage. On ne va pas l'éradiquer, mais... Comment l'Égypte peut faire pour aider les pays africains? Si on parle de tous les domaines, surtout développement durable en général. L'Égypte peut agir sur différents piliers, à savoir d'abord la formation. L'Égypte agit bien via le ministère des Affaires étrangères, avec un apport très fort et un soutien vraiment favorable de la part de l'Agence égyptienne de développement, et qui invite beaucoup de nos frères, de pays africains, à recevoir des formations dans les différents domaines, sécuritaires, de génération de l'énergie, même en médecine. C'est de un, la formation, appuyer les pays africains par la formation. De deux, en termes de coopération, on peut commencer à baliser des chemins et à établir une infrastructure routière, ce qui peut servir vraiment à l'Afrique. Mais d'abord, il faut coopérer au niveau sécuritaire. L'Égypte, comme l'Afrique, c'est comme la colonne vertébrale de la sécurité de l'Égypte. Nous ne pouvons pas sentir notre sécurité seul ou être sûr seul. Ça ne peut jamais se réaliser. Il faut également sécuriser notre entourage. Au troisième niveau, c'est au niveau de l'établissement des vols aériens.
Je crois que l'Égypte a un grand intérêt à établir des vols aériens directs. Il ne faut pas passer par l'Europe pour aller en Afrique. Il ne faut pas le faire. Très bien. Bon, je vais passer à un autre sujet, c'est concernant l'initiative Vie décente, qui est un projet de développement lancé par le président de la République en 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale et améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. L'initiative Vie décente vise à améliorer la qualité de vie aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture des services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le projet national pour le développement de la campagne égyptienne, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative du président de la République, constitue un projet gigantesque ayant traduit pratiquement les objectifs de développement des Nations Unies 2030. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative Vie décente comprend le développement de 143 villages et de 3,1 milliards de livres. La deuxième phase de l'initiative comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet au profit de 346 villages les plus nécessiteux couvrant 4,1 millions de citoyens. Voilà, c'est le projet, je peux appeler le projet du siècle, Vie décente. Vie décente, il s'agit de développer, améliorer, moderniser la vie des gens les plus démunis en Égypte. Je parle des milliers de villages. Comment vous trouvez cette initiative ? Ce projet est un projet ambitieux en effet et ne perdant pas de regard ou mettant en point de mire l'intérêt de tous les Égyptiens sans distinction, surtout pour les défavorisés qui ont été oubliés pour une longue durée, surtout le sud de l'Égypte. Toujours le développement était centré au Caire, aux villes qui sont importantes du point de vue économique, mais pour les plus démunis, les plus défavorisés, surtout les femmes, au village les plus distants. Ça veut dire quoi un village défavorisé? Où il n'y a pas les services. Il était comment? Voilà. Oui, il n'y a pas les services de base élémentaires. Les écoles sont à distance 3 km. Les enfants faisaient des allers-retours à pied même, dans des conditions qui ne sont pas... Les écoles, les hôpitaux. Il n'y a pas de chemin. Oui. Il n'y a pas d'hôpitaux. Non, du tout. Et même l'accès au service de base de l'électricité, l'eau potable, l'assainissement sanitaire, même l'eau de drainage, ils n'avaient pas accès à ça. Ce qui menaçait les critères sanitaires. Il y a beaucoup... Les maladies sévissent dans ces villages-là. Alors, on trouve beaucoup de pertes humaines, à la suite, beaucoup de femmes sont veuves, beaucoup d'enfants sont orphelins. Alors, ce qui menace vraiment, du coup, nous témoignons un exode rural intensif, ce qui ajoute un fardeau sur le Caire. Les grandes villes. Oui. Les grandes villes, oui. Alors, en favorisant ou en rendant disponibles ces services élémentaires avec une pension adéquate à ces personnes-là, en autonomisant les femmes, en les familiarisant à quelques métiers d'artisanat ou des projets d'artisanat, ils peuvent être à un moment donné indépendants, autonomes.
Donnez-moi une idée de ce que sera un village défavorisé en Égypte dans l'avenir, après la fin ou bien la mise en place vraiment de vie décente de cette initiative. Je crois que à un moment donné, les villages seront, alors les habitants au moins seront recensés du point de vue automatique. On peut savoir les besoins des personnes en termes d'âge, d'école nécessaires. Les enfants auront des écoles à fur et à mesure quand ils auront besoin d'écoles ou de services hospitaliers ou sanitaires. Je crois que les villages eux-mêmes seront des centres de développement. Les femmes éduqueront qui ont été familiarisées à l'artisanat enseigneront aux autres. Et il y aura l'entraide, il y aura la solidarité. Il n'y aura pas de nécessité dans ces villages-là. Et il y aura toutes les infrastructures nécessaires. Oui, nécessaires, oui, certes. Les maisons, la vie, oui, les chemins. Les maisons, c'est un grand défi, vraiment, surtout au sud. Quand beaucoup des villages sont flanqués à la montagne, comme la vallée se rétrécit vers le sud. Beaucoup de villages se construisent les maisons se construisent d'une manière aléatoire, sans aucune planification, et même beaucoup de maisons sans toit, ce qui menace avec les vipères et les serpents qui sont à côté de la montagne qui peuvent aller. Les maisons sont mal bâties. C'est pourquoi il y aura une amélioration au niveau des éléments de vie élémentaires. À côté de ces villages, est-ce qu'il y aura un lieu de travail, de production, je veux dire? Oui, certes. Le président vient d'inaugurer des projets agricoles du sud de Dabra, où il y aura une bonification, mise en valeur des terres agricoles. Je crois qu'il s'agissait de la mise en valeur de 900 000 acres au Fédin. Ils vont être distribués aux petits exploitants et fermiers. Et ainsi, il y aura la production agricole. Et à côté de la production agricole, il y aura la production des sous-produits. Il y aura la transformation alimentaire. C'est une activité qui peut impliquer la femme, qui peut intéresser la femme, et également la production des produits qui peuvent être refléter la culture égyptienne, les produits artisanaux. Oui. Bon. Alors, je passe à le dernier sujet, c'est concernant la Haute-Égypte. Cette région qui a été négligée pendant des siècles, et aujourd'hui, on commence à s'y intéresser. Pendant de longues décennies, la Haute-Égypte a souffert de marginalisation, de négligence, d'injustice dans la distribution des projets qui puissent améliorer les conditions de vie des habitants. Mais à l'époque du président Abdel Fattah el-Sisi, elle est devenue parmi ses priorités. Un intérêt sans précédent a été accordé à la Haute-Égypte. Le président a fixé une vision globale pour améliorer les conditions des habitants de toute cette région. On va regarder ce reportage ainsi qu'une petite chanson. Pour la première fois de son histoire, la Haute-Égypte a connu toute une semaine d'ouverture successive de projets de développement géants dans tous les secteurs qui allaient grandement améliorer le niveau de vie des citoyens du Sud et les placer au centre de l'attention de l'État. Il s'agit de réalisations indéniables sans précédent. Les habitants se félicitent des méga-projets qui sont exécutés dans les 4 coins de la Haute-Égypte. Il s'agit de projets routiers, écoles, universités, chemins de fer, protection sociale, denrées d'approvisionnement, logements. Investir en Haute-Égypte portera ses fruits et réalisera un bond énorme.
L'État a injecté des investissements estimés à 1,1 trillion de livres égyptiennes pour améliorer la qualité de vie des habitants de Haute-Égypte et réduire le taux de pauvreté par le biais des projets de développement d'une valeur de 535 milliards de livres égyptiennes mis en place par 6 ministères conjointement avec le secteur privé. Le président El-Sisi a inauguré le complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière Asiout au gouvernorat d'Asiout. Ce complexe de production est un des projets stratégiques de l'État s'inscrivant dans le cadre des plans de développement de la Haute-Égypte pour assurer l'approvisionnement en essence pour les habitants et économiser son acheminement des raffineries du Caire, d'Alexandrie et de Suez vers les diverses régions de la Haute-Égypte. Le président El-Sisi a également inauguré la deuxième phase de la nouvelle station d'eau d'El Menia, ainsi que celle de Beyrouth à Asiout et de la station d'épuration d'eau potable à la nouvelle cité de Qena. Au gouvernorat de Qena, le chef de l'État a inauguré aussi une série de nouveaux projets nationaux qui aideront à fournir des opportunités d'emploi directes et indirectes. Au village d'El Marashda, il a inspecté le développement des services dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il a aussi inspecté les projets de la restauration des terres agricoles, les fermes de blé et les palmeraies à Touchka au Vallée de Sud. À Assouan, le président El-Sisi a inspecté le complexe de Benhen pour l'énergie solaire, qui est la plus grande centrale solaire au monde. Il a inauguré des projets d'électricité en Haute-Égypte. Le chef de l'État a également visité la ville de Gharb Souheil au gouvernorat d'Assouan pour inspecter les travaux de développement des services dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il a de même inspecté l'usine d'urée et de nitrate d'ammonium Kima et la gare d'Assouan, ainsi que l'exposition d'artisanat patrimonial à la nouvelle ville. Durant les dernières décennies, quand on parlait d'une région négligée, d'une région défavorisée, on parlait toujours de la Haute-Égypte. À part bien sûr les grandes villes comme Assouan, Luxor, qui sont des villes touristiques. Là, la Haute-Égypte était négligée vraiment. Le président vient d'inaugurer des dizaines de projets géants même en Haute-Égypte. Comment vous pouvez voir ces projets, ou bien ce pas? Ce pas est un pas important pour essayer de diversifier les ressources génératrices de revenus pour la population en Haute-Égypte. Surtout que l'activité principale au sud, c'était ou bien le tourisme ou l'agriculture. L'agriculture se limitait à la canne à sucre, ce qui... j'étais très connue par la canne à sucre. Oui, la canne à sucre et sa transformation. Alors, en essayant d'étendre la superficie, et comme je viens de vous dire que les berges ou la vallée du Nil est étroite, comme il y a une limite montagneuse qui limite de part et d'autre la vallée, alors la bande verte est très limitée. Alors c'est pourquoi le président a initié des projets de mise en valeur et de bonification des terres pour accorder une opportunité à ceux qui ne trouvent pas de travail à travailler dans le domaine agricole, ce qui a attiré des investissements en effet d'une valeur de 300 milliards de livres égyptiennes et a essayé également de distribuer ces terres nouvelles aux petits exploitants. Maintenant, on appelle la terre ancienne, la rive, qui est de part et d'autre. Le Nil ne peut pas contenir la population croissante. La démographie est basse en plein, comme on dit. Oui. C'est pourquoi, oui, il faut s'étendre, mais vers le désert, là où il y a une opportunité, comme les terres ne sont pas
Il y a certaines maladies relatives au sol et ces maladies-là se trouvent à savoir les nématodes et ces qui sont là. Alors dans les terres nouvelles, il n'y aura pas aux mises en valeur, là, il n'y aura pas ce problème. C'est une question. D'autre part, le fait de créer les nouvelles cités et villes, à savoir la nouvelle cité d'Assouan, c'est parmi une série d'inaugurations comme à Damiette et à... À quoi ça sert ces nouvelles villes? C'est d'établir des standards de vie adéquats, là où il y aura tous les critères et les normes de développement durable de point de vue électricité, matière de construction qui ont été... Toutes les normes et les standards qui seront vraiment économes en électricité et en énergie seront utilisés et qui, sans ça même, ces maisons seront bien ventilées et aérées. C'est pourquoi il n'y aura pas besoin d'utilisation de la climatisation. Ils seront économes en termes d'électricité et durables en termes de ne pas être des constructions polluantes à l'environnement. Ni au milieu entourant. Et, le fait de s'intéresser au Sud, c'est un pas qui est arrivé au moment qui, pour être franche, ça a un petit peu tardé, mais il est temps de s'intéresser au Sud. Oui, le Sud, c'est... Toujours le Sud posait beaucoup de problèmes à l'Égypte, de point de vue terrorisme, de point de vue... Quand il y a le chômage, il y aura le terrorisme. Le développement, c'est la clé intelligente qui luttera efficacement contre les différents problèmes dont l'Égypte a longtemps souffert. De toute façon, les Égyptiens avaient ou bien ont l'habitude de construire sur les champs une petite maison, un étage pour l'enfant, le garçon, un autre étage pour le deuxième enfant, etc., etc. Est-ce que la construction de telles villes mènera ou bien conduira ces jeunes à émigrer ou bien à aller pas loin de ses parents, mais en même temps pas dans la même maison? En effet, c'est une question à deux volets. D'abord, il faut, comme les Égyptiens croient aux liens étroits familiaux. Oui, oui, familiaux. Justement, ils ne s'intéressent pas à aller s'ils ne sont pas motivés à le faire. C'est pas loin maintenant. Mais c'est qu'il faut leur démontrer d'abord que c'est adéquat, c'est favorable et c'est mieux pour eux. Mais d'abord, il faut mettre en place... Il y a déjà une loi qui limite la construction sur la terre agricole. Ouais. Et maintenant, on surveille ça par l'imagerie satellitaire. Et même si la construction est faite, et même si on peut pas, la terre est devenue en friche, on ne peut pas la récupérer une autre fois, la maison est tout à fait, sera détruite. Mais c'est dommage, nous avons déjà perdu une terre arable. Le gouvernement irremplaçable. Essaye de le favoriser à d'autres conditions. Et de récupérer cette terre. Mais ça sera très difficile que la terre redevienne productive une autre fois. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Vrai. Mais de toute façon, il y a des projets industriels qui sont mis en place actuellement pour compenser quand même. Oui, c'est ça. Je voudrais parler d'un autre sujet, c'est concernant la Haute-Égypte. Là, un très grand, on peut dire, méga projet d'énergie solaire à Benben, c'est-à-dire pas loin d'Assouan, si je ne me trompe pas, 60 km au nord d'Assouan, considéré comme l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Oui. Voilà. En effet, c'est un projet colossal et qui va assurer que le fait que l'Égypte dépendra à 43% vers l'année 2030, justement 43% de la production sera l'énergie solaire propre.
ce qui est vraiment... Énergie renouvelable. Oui, oui, oui. En plus de l'énergie éolienne, surtout El Khoraymat et l'autre de Jabal el-Zayt. Vraiment, comme à l'échelle mondiale, maintenant, tous les pays sont en train de réduire leurs émissions CO2. Et le fait d'aller jusqu'à 42%, aller jusqu'à même 50% au futur de sa production, ou de couvrir ses besoins en termes énergétiques par l'énergie renouvelable, c'est quelque chose de vraiment en espace infime de temps, c'est quelque chose de génial en effet. Ces nouvelles villes construites ou citées dépendront dans leur fonctionnement de telles énergies. Surtout que ces énergies-là, on ne peut pas les stocker, on ne peut pas les emmagasiner. C'est pourquoi ça sera utile, surtout que le Sud est à proximité il n'y aura pas une obligation d'étendre des longues fils de transmission électrique. Alors, c'est génial de le faire. Un projet magnifique qui aidera l'Égypte et qui aidera au développement vert de l'Égypte, mais en même temps, quelle est la possibilité d'une coopération égypto-africaine dans ce domaine, puisque l'Égypte a une bonne expérience dans ce domaine? Oui, il y aura une bonne opportunité d'exporter l'énergie aux pays voisins, à savoir peut-être le Soudan, à proximité de Darfour et la question et même le Tchad. C'est quelque chose ce qui rétrécira ou va raffermir les liens de coopération entre ces pays. Surtout si les pays voisins ont un intérêt, la sécurité sera observée et la paix va s'établir, ce qui va limiter beaucoup de questions d'ordre sécuritaire, va combattre la drogue, la contrebande de la drogue, le trafic de la drogue, des armes et munitions, et va établir la paix contre les machinations des pays. Oui, et en même temps, ce que je voulais dire, c'est que l'Égypte pourra transférer son expérience, son expertise dans ce domaine vers les pays africains. Ce sera une bonne coopération sud-sud. Et va régler également une question vraiment épineuse, celle du barrage de la Renaissance, qui a comme un faux alibi la production de l'électricité. Vous voyez, c'est que nous pouvons aider les pays à régler leurs soucis. Et ainsi la paix sera établie. La coopération conduira à la paix, certes. Exactement. Le développement conduit à la paix. Oui, oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Amir Hassen, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission. Très bonne soirée. Au revoir.